L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Aurélien Pradié. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, lorsque notre agriculture souffre, c'est le pays tout entier qui souffre. La vague de gel qui a frappé la France ces derniers jours a eu des conséquences calamiteuses. Les pertes pour nos viticulteurs, nos arboriculteurs, nos maraîchers et nos grandes cultures sont désastreuses. Je veux dire ici, à nos agriculteurs, notre soutien sans faille. Une telle calamité nous place face à une urgence vitale. En Occitanie, 70 à 100% des cultures ont été détruites par le gel. Pour la seule viticulture lotoise, c'est une perte de revenus de plus de 50% qui s'annonce pour 2022. 90% des arbres fruitiers ne donneront pas de production pour cette année. Pour notre agriculture, notre économie et pour les consommateurs, le coût sera terrible. Monsieur le ministre, le constat est sans appel et l'urgence absolue. Les déclarations traditionnelles et les mesures d'ordre technique ne suffiront plus. Tous nos producteurs auront besoin d'aide massive, celles et ceux nombreux qui ne sont pas assurés, tout comme ceux qui le sont et pour qui le niveau d'assurance ne couvrira pas les pertes réelles. L'année blanche fiscale s'impose, le décalage des PGE et une annulation totale des charges sont impératifs. Mais pour préparer l'avenir, il faut aller plus loin. Notre nation doit s'organiser durablement pour faire face à ces aléas climatiques de plus en plus fréquents et de plus en plus violents. Il nous faut une stratégie de long terme, la réforme du régime de calamité, mais aussi la création d'un fonds national auquel chaque producteur adhérerait, mutualisant budgets régionaux, nationaux, moyens des assureurs et des banques. Voilà un projet ambitieux sur lequel nous devons avancer. Monsieur le ministre, je vous en fais la proposition. Expérimentons un tel fonds préventif, pourquoi pas en région Occitanie. Notre agriculture fait face à un défi climatique nouveau. La responsabilité politique est d'être au rendez-vous. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Pradié, permettez-moi d'abord d'excuser l'absence de Julien Denormandie. Il était de longue date convoqué à l'heure où nous nous réunissons au Sénat pour un débat sur la mise en application de la loi Egalim. Il ne pouvait se soustraire à ce débat sénatorial et nous a demandé de le représenter aujourd'hui. Nous partageons tout du constat qui est le vote sur les dégâts causés par cet épisode de gel sur le monde agricole et pour les cultures. Et pour toutes les cultures. L'arboriculture, la viticulture, le maraîchage, tous les secteurs qui ont été concernés par cet épisode de gel extrêmement intense et extrêmement tardif aussi, survenu qui plus est après une période de redoux qui avait favorisé l'émergence des premiers bourgeons, des premiers fruits. Julien Denormandie était sur le terrain dès le jour du constat de ces dégâts. Nous étions, monsieur le Premier ministre, Julien Denormandie et moi-même en Ardèche, le samedi à la rencontre des organisations agricoles et des producteurs les plus touchés. Et hier, une première réunion de travail s'est tenue au ministère de l'Agriculture, associant le ministère des Comptes publics, pour à la fois évaluer et préparer l'avenir. Nous allons dans un premier temps mettre en œuvre tous les dispositifs existants, ils sont utiles. Nous devons travailler des dispositifs nouveaux et le nombre de questions portant sur ce sujet permettra notamment à monsieur le Premier ministre de préciser un certain nombre des mesures que nous allons mettre en place. Et nous devons aussi travailler sur l'avenir, comme vous l'avez dit. Il y a des pistes en matière d'assurance, il y a des pistes en matière de réforme du régime des calamités, il y a des pistes en matière d'équipement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous avions inscrit, sans pouvoir prévoir cet épisode de gel, 70 millions d'euros dans le plan de relance pour favoriser et accompagner l'achat de matériel de lutte contre les aléas climatiques. Nous devons regarder tous ces chantiers un par un, d'abord répondre à l'urgence, mais aussi préparer l'avenir et faire en sorte que cet épisode, s'il devait se reproduire, soit le moins dévastateur possible. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Géraldine Bannier. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Le gel, la semaine dernière, a très sévèrement touché nos campagnes et à un niveau tristement historique. Producteurs de betteraves du nord de la France, arboriculteurs d'Ardèche ou du Vaucluse, vignerons de Dordogne, de Touraine, du Jura ou de Gironde, cidriculteurs et producteurs de pommes de l'Ouest, cultivateurs de colza, lin, orge de la région parisienne, Tarn, Gard, Aude, Aveyron, Mayenne, la liste des départements touchés est interminable. Brasero et éoliennes, aspersion d'eau,
ou survols d'hélicoptères n'ont en définitive été que de peu de secours pour les producteurs bien impuissants et qui subiront à diverses échéances des pertes financières conséquentes. Vous avez, monsieur le ministre, assuré dès jeudi dernier la mise en place du régime de calamité agricole. La viticulture n'y est pas éligible et d'autres mécanismes seront mis en place. Les professionnels demandent aussi, du fait de leur fragilité face au dérèglement climatique, en quelques jours, certaines régions sont passées de 30 degrés à des températures négatives, une réforme de l'assurance récolte. De fait, peu de producteurs sont assurés contre le gel à cause du coût induit. Se pose aussi à très court terme, pour certains producteurs, les betteraviers notamment, le problème de l'impossibilité de remplacement de la culture ravagée par une autre culture. Pouvez-vous, monsieur le ministre, revenir sur les dispositifs d'indemnisation qui vont être mis en place, le calendrier envisageable depuis l'état des lieux jusqu'au versement compensatoire et l'accompagnement qui va être instauré face à cette catastrophe et à la détresse de nos agriculteurs? Députés de tous les bancs, nous rappelons notre soutien unanime qui devra être celui aussi des consommateurs. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bagné. Votre question est finalement une double illustration à l'occasion de cette première séance après l'épisode de gel. D'abord, l'illustration que tous les secteurs et tous les territoires sont touchés par les conséquences de cet épisode de gel. Vous avez rappelé les territoires, vous avez rappelé le type de culture, vous avez souligné le fait que dans des régions qui pourraient paraître moins exposées, notamment autour des plants de betterave, les dégâts étaient absolument importants et j'allais dire remarquables, mais le terme est par trop mal choisi. Votre question est une seconde illustration de la nécessité de préparer l'avenir notamment sur la question des régimes d'assurance. Vous avez rappelé à juste titre que la viticulture n'était pas éligible, comme les autres secteurs, au régime de l'assurance. Elle reste éligible lorsqu'il y a destruction des plants ou la nécessité de tailles sévères qui endommageraient ou contrecarreraient la récolte des années 2021 et 2022. Nous allons mettre en œuvre donc ces dispositifs et aller chercher toutes les dispositions permettant de couvrir le risque subi par les producteurs et notamment les viticulteurs dans le cas d'espèce. À l'occasion de la réunion qui s'est tenue dès la fin de semaine dernière et de la réunion de travail qui s'est tenue hier, nous avons aussi veillé, avec les équipes de Julien Denormandie et les miennes, à mobiliser l'ensemble des filières de l'assurance, filière bancaire, pour faire en sorte que tous les acteurs répondent présents, pas seulement l'État, même si l'État sera bien évidemment au rendez-vous. Il y a, je le disais il y a un instant en réponse au député Pradié, une triple nécessité: mobiliser tous les moyens très vite, faire en sorte que l'état de calamité agricole, le régime de calamité agricole soit actionné, et les procédures ont été diligentées dès le 8 avril pour que ce soit le plus rapide possible, et toujours garder en ligne de mire la nécessité de préserver l'avenir et de réfléchir à des mécanismes beaucoup plus protecteurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Frédérique Dumas. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Jeudi dernier, notre groupe a fait le choix d'inscrire plusieurs débats d'importance à l'ordre du jour de l'Assemblée. Je veux saluer le vote historique de la loi Molac pour la protection et l'enseignement des langues régionales qui répond à des attentes anciennes. Je veux aussi revenir sur notre proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie. Au-delà des positions de chacun, légitimes sur un sujet qui touche à l'intime, je déplore les milliers d'amendements de quelques députés. L'objectif affiché était simplement d'empêcher tout débat de fond. Mon groupe a fait le choix d'inscrire précisément pour que le débat s'engage dans cet hémicycle. Il s'est achevé à minuit après l'adoption de l'article 1er. Monsieur le Premier ministre, nous le savons, le gouvernement a la maîtrise de notre ordre du jour, d'où ma première question. Quelle suite entendez-vous donner à ce texte dans les prochaines semaines ? Et plus largement, quelle suite pourrait être donnée à d'autres propositions dont nous n'avons pu débattre ? Pour lutter contre la spéculation foncière en Corse, pour lutter contre les prélèvements forcés d'organes, commis notamment en Chine contre les Ouïghours, pour une vraie régulation du cannabis par sa légalisation ou enfin pour reconnaître véritablement le vote blanc. Cet épisode illustre le peu de prérogatives de l'opposition et plus largement du Parlement. Depuis 2017, nous constatons son affaiblissement constant et systématique. Et plus encore ces 12 derniers mois. Le Parlement est piétiné, travaille dans l'urgence, abus des ordonnances, débats organisés après les décisions du président de la République, contrôle artificiel de l'action du gouvernement. Il est délétère pour notre démocratie de voir une telle concentration des pouvoirs dans les mains de quelques-uns,
le Conseil de la Défense, voire d'une seule personne, son président. Monsieur le Premier ministre, nous connaissons toutes et tous cette phrase de Montesquieu : il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Tout pouvoir, quel qu'il soit, a besoin de limites réelles et non fictives. La séparation des pouvoirs est la pierre angulaire de la démocratie. Quand et comment entendez-vous la réhabiliter ? Merci, chers collègues. Avant de céder la parole au gouvernement, je voudrais juste rappeler que le système dit des niches parlementaires date de 2009, à la suite de l'heureuse réforme constitutionnelle de 2008. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dumas, je vous trouve bien prompte effectivement à critiquer des règles qui ne sont pas des règles qui ont été fixées par ce gouvernement, mais des règles qui ont été fixées par des majorités antérieures et qui sont appliquées depuis lors. Il y a des règles qui permettent d'avoir une niche parlementaire. Vous l'avez exercée la semaine dernière, vous l'avez exercée d'ailleurs à bon droit. Il ne m'appartient pas d'ailleurs de commenter, je le dis au passage, le nombre d'amendements de tel ou tel groupe, parce que je pense que le droit d'amendement est un droit constitutionnel qui doit être garanti et chacun en fait l'usage qu'il veut, parce qu'on ne peut pas avoir un regard sélectif sur le nombre d'amendements selon que ça arrange ou que ça arrangerait moins. Ceci étant, le débat a pu s'engager, mais c'était important de vous le rappeler, Madame la députée. Je n'arrange pas ce genre de choses au gré de ce qui peut nous intéresser, ce qui peut intéresser le gouvernement. La deuxième chose que je voulais vous dire, il ne vous aura pas échappé, et je crois que vous apparteniez à l'époque à un groupe de la majorité, que vous aviez... je crois qu'à l'époque, vous apparteniez à un groupe de la majorité, il y avait une révision constitutionnelle qui visait, et qui n'a pu aboutir à ce stade, qui visait à essayer d'améliorer le travail parlementaire et de faire en sorte que les droits du Parlement puissent être renforcés dans le cadre de cette réforme constitutionnelle. Le travail est encore devant nous. Mais le travail est encore devant nous d'un point de vue constitutionnel et par ailleurs l'Assemblée nationale a ses propres règles. Il ne m'appartient pas de rentrer dans le règlement et les règles de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, sur ce qui est du calendrier parlementaire, il y a des temps qui sont réservés aux groupes de la majorité comme au groupe de l'opposition auquel vous appartenez. Il y a le temps du gouvernement, il y a un certain nombre de textes en ce moment sur la Convention citoyenne sur le climat, il y a un certain nombre de textes et vous comprendrez bien qu'on ne peut pas, dans un calendrier parlementaire, faire entrer l'ensemble des textes. Mais ceci dit, sur ce sujet que vous avez évoqué, le gouvernement entend bien poursuivre le travail qui a été amorcé dans la niche de jeudi dernier. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Michèle Victory. Merci, Président. Monsieur le Premier ministre, des températures excessives une semaine, puis glaciales la semaine suivante, soit 30 degrés d'amplitude. Et dans la nuit du 7 au 8 avril, un épisode de gel dramatique qui est venu anéantir une année de labeur de nos agriculteurs, notamment dans la vallée du Rhône, le Tarn-et-Garonne, en Saône-et-Loire ou dans les Pays de Loire. Au nom du groupe socialiste apparenté, je veux dire ici notre tristesse et notre soutien à toutes celles et ceux qui, après un combat acharné pour tenter de sauver fruitiers, vignes et semences, ont vu au matin qu'ils avaient tout perdu, jusqu'à 100% des récoltes attendues pour certains. Vous êtes venu en Ardèche, monsieur le Premier ministre, accompagné de 2 de vos ministres, exprimer la solidarité du gouvernement. Il le fallait, mais après l'annonce de mesures d'urgence exceptionnelles, que les agriculteurs espèrent cette fois rapides et accessibles à tous, masqueront-elles l'urgence qu'il y a à repenser les politiques agricoles en termes de nouvelles solidarités ? Le dérèglement climatique et ses violents épisodes de plus en plus fréquents nous obligent à redéfinir les mécanismes de soutien aux différentes filières et à soutenir les transitions nécessaires vers lesquelles de très nombreux agriculteurs se sont engagés. Déjà impactés par la raréfaction de la richesse en eau, par les exigences d'une agriculture durable, par l'accaparement du foncier, par la pression forte des entreprises de l'aval, grandes surfaces, grossistes, industrie alimentaire, nos agriculteurs sont au centre d'exigences contradictoires. Or, nous craignons que les mois provoqués par cette calamité ne suffisent pas pour que la solidarité interprofessionnelle ne l'emporte sur la loi de l'offre et de la demande. Quant aux quelques articles de la loi climat, ils sont bien en deçà des attentes de nos agriculteurs. Alors, des propositions vous ont faites par le monde agricole dans sa diversité, comme celle de la mise en place d'un fonds d'indemnisation mutuelle et solidaire, abondé par les paysans, l'État et les entreprises de la chaîne alimentaire, ou la refonte du système assurantiel. Ces femmes et ces hommes qui, jour après jour, par le dialogue qu'ils entretiennent avec une nature fragile, sont au-delà même de la mise en valeur de nos territoires, sont notre fierté collective. Meurtris, certes, mais déterminés à ne pas abandonner, ils comptent sur vous, ne les abandonnez pas. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Nous étions ensemble samedi
dans le nord de l'Ardèche, auquel nous sommes tous les deux très attachés, avec Monsieur le Premier ministre et avec Julien Denormandie. Nous avons à la fois constaté les dégâts sur plusieurs exploitations, une en particulier ce samedi, des exploitations qui ont vu disparaître 80, 90, parfois 100% de leur récolte. Nous avons aussi rencontré, échangé avec des hommes et des femmes épuisés par des nuits de combat pour essayer d'empêcher les dégâts du gel et qui, le 8 au matin, ont vu disparaître une année et parfois même des années de labeur. Nous avons aussi pu constater une forme d'unanimité, ou en tout cas de convergence de tous les acteurs agricoles, organisations syndicales, responsables des jeunes agriculteurs, responsables de la Chambre d'agriculture, tous rassemblés à l'initiative de Benoît Claret, président de la Chambre d'agriculture, que vous connaissez comme moi, portant un certain nombre de demandes, des attentes aussi, et la nécessité d'être accompagnés. Le Premier ministre l'a dit sur place, tous les dispositifs existants vont être mobilisés en matière de fiscalité, en matière de mise en œuvre du régime de calamités agricoles, et nous devons veiller à la rapidité de celui-ci. C'est ce qui a amené Julien Denormandie à ouvrir les procédures sans visite préalable dès le 8 au matin. Nous devons mettre en œuvre des dispositifs spécifiques et le chef du gouvernement aura l'occasion d'y revenir. Nous devons aussi préparer l'avenir en nous appuyant sur les propositions de la profession, de toute la profession. Cela concerne la réforme du régime d'assurance et la mission menée par le député Descrozailles est un point utile. Cela concerne aussi les transitions que vous avez rappelées et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre des discussions autour de la nouvelle politique agricole commune, nous avons d'une part veillé à sanctuariser le montant d'aide dont bénéficie l'agriculture française, mais peut-être encore plus à sanctuariser le deuxième pilier pour accompagner ces transitions et accompagner ces évolutions. Nous savons que le chantier est vaste, qu'il faut répondre à l'urgence dans les délais les plus brefs. C'est l'objet du travail des jours actuels. Nous devons aussi préparer l'avenir en matière d'irrigation, de transition et de nouveaux modèles agricoles. Merci, Monsieur le ministre. Avant de lui donner la parole, je souhaite la bienvenue à Monsieur Adrien Morenas, qui est redevenu député de la 3e circonscription du Vaucluse, en remplacement de Madame Brune Poirson le 6 avril 2001. Mon cher collègue, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Je souhaite associer à ma question l'ensemble de mes collègues des groupes d'études Vignes, Vins et œnologie et modernisation des activités agricoles et structuration des filières. Monsieur le Premier ministre, 10 régions sur 13 ont été terriblement touchées par l'épisode de gel qui s'est abattu la semaine dernière sur nos cultures. Les viticulteurs et arboriculteurs, particulièrement éprouvés, tentent en ce moment même de sauver ce qui reste à sauver des récoltes de l'année, alors même que depuis des mois, ils sont en première ligne au cœur de la crise sanitaire afin de continuer à nous nourrir. Le vignoble français, notamment, a subi l'un des plus sérieux ravages de ces dernières décennies. Mais plus largement, c'est toute la filière arboricole et maraîchère qui sont implacablement touchées. Dans certaines régions, des agriculteurs disent avoir tout perdu. À titre d'exemple, dans mon département de Vaucluse, près de 80% de la culture de cerises est dévastée. Vous avez annoncé, avec le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Julien Denormandie, dès jeudi dernier, le déclenchement du régime de calamité agricole. Nous sommes tous conscients sur ces bancs que le seul régime de calamité agricole ne suffira pas. Alors que ce nouvel épisode de froid s'ajoute comme un coup de grâce à plusieurs années très difficiles, pourriez-vous nous dire, Monsieur le Premier ministre, quel est le montant de l'enveloppe débloquée dans le cadre du régime de calamité agricole? Quel est l'accord trouvé entre le gouvernement et les assurances pour porter assistance au plus vite à celles et ceux qui en ont vivement besoin? N'est-il pas grand temps d'instaurer des fonds de garantie de filière? Et enfin, comment assurer une aide prévisionnelle en faveur de l'emploi saisonnier? Car même s'ils ont tout perdu, le travail continue. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Morenas, après l'intervention, ou plutôt les interventions du ministre des Comptes publics, j'ai souhaité, au nom de l'ensemble du gouvernement, vous répondre sur cette catastrophe, le mot n'est pas trop faible, que vient de subir le monde agricole et viticole français. Vous l'avez rappelé les uns et les autres, d'après ce qu'on m'explique, il faut remonter au moins à 1991
pour trouver un désastre climatique d'une telle ampleur qui a frappé, vous l'avez dit, monsieur le député, une immense majorité des régions françaises, l'arboriculture, la viticulture, mais également d'autres secteurs, le colza, la betterave. Plusieurs cultures sont durement impactées. Je veux le dire solennellement devant la solidarité, devant la représentation nationale, à catastrophe exceptionnelle, mesures exceptionnelles. Nous devons d'abord, et je me suis, merci de l'avoir rappelé, Madame la députée, immédiatement déplacé sur place avec le ministre de l'Agriculture et le ministre des Comptes publics. Nous devons d'abord évaluer de façon précise l'impact complet qui sera, je le crains, considérable, des conséquences financières, non seulement pour les agriculteurs et les éleveurs, mais l'ensemble de la filière, de l'amont à l'aval, de cet épisode dramatique de gel. Bien entendu, nous activerons l'ensemble des dispositifs, ils ont été rappelés par le ministre des Comptes publics, à notre disposition. Je vous annonce d'ores et déjà que le dispositif de calamité agricole sera déplafonné. Mais nous devons aller et nous devrons aller plus loin. Nous devrons aller plus loin. D'abord, et très certainement, je l'ai annoncé le week-end dernier, en mettant en place un dispositif exceptionnel de solidarité nationale, en plus des dispositifs existants, que j'ai demandé au ministre des Comptes publics et au ministre de l'Agriculture, dans le cadre de la cellule d'urgence qui a été activée, de me proposer dans les prochains jours. Nous devons aussi aller plus vite en consentant des avances de trésorerie à des agriculteurs qui sont sinistrés et qui étaient déjà en grave difficulté dans le cadre de la crise que nous traversons. Cet épisode, plusieurs députés l'ont dit, nous appelle aussi à prendre des mesures de fond, à revoir le régime assurantiel qui n'est plus adapté, si tant est qu'il l'ait jamais été à ce secteur. Mais il nous faut agir aussi pour préparer notre agriculture à la transition écologique. Et je vous rappelle que des crédits très élevés sont prévus au plan de relance pour favoriser cette transition écologique et notamment une enveloppe de 70 millions est fléchée pour inciter les agriculteurs à s'équiper en équipement de protection contre les aléas climatiques. Mesdames et messieurs les députés, la France a besoin de ses agriculteurs. La France aime ses agriculteurs et son agriculture. Les agriculteurs ont toujours été là, et notamment depuis le début de la crise sanitaire, il y a plusieurs mois. Ils ont aujourd'hui besoin de nous et nous serons présents à leur côté. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Monsieur Alain Brunel. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, je suis allé à la rencontre des étudiants de plusieurs universités. Ils m'ont exprimé leur angoisse, leur incertitude, leur détresse psychologique. J'ai été estomaqué, loin d'imaginer dans quelles conditions de logement vivent certains étudiants. J'ai été le témoin de logements insalubres, fenêtres en bois totalement pourries, radiateurs hors service, taches de moisissure partout sur les murs. Mais le pire, ce sont les cafards et les punaises de lit. C'est ignoble, inacceptable. Des témoignages bouleversants, émouvants, révoltants. Une vie sans vie dans un 9 mètres carrés. Madame la ministre, accepteriez-vous que votre enfant vive dans cet enfer? Privés de cours, privés de liberté, privés de job étudiant, privés de leur jeunesse, ils lancent tous le même cri d'alerte. La précarité s'aggrave malgré les repas à 1 €, où il faut souvent faire la queue plus d'1 heure pour espérer décrocher de quoi manger. Le ventre vide, les étudiants se tournent vers les associations face à la démission de l'État. Les jeunes que j'ai rencontrés sont presque gênés d'avoir à parler de leurs conditions de vie et d'études.
ils en ont presque honte. Mais ceux qui doivent avoir honte, ce sont ceux qui laissent les étudiants dans une telle détresse morale et matérielle. Madame la ministre, il y a un fossé entre vos déclarations et la réalité. Vous avez le devoir d'imposer au Crous un relogement digne pour les étudiants. Madame la ministre, allez-vous décréter l'annulation des loyers en cette période de pandémie et mettre en place un revenu étudiant? La jeunesse sacrifiée, oubliée, invisible, reste mobilisée et attend des actes forts. Il faut écouter la jeunesse, car elle a beaucoup de choses à vous dire. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Brunner, ça fait 4 ans que quasiment toutes les semaines, je vais à la rencontre des étudiants dans les résidences universitaires, dans les restos U, dans les universités ou dans les écoles, et je vous le confirme, l'état dans lequel certaines des résidences universitaires sont aujourd'hui dans notre pays et qui ne date pas d'il y a 4 ans est effectivement un véritable problème. C'est pour ça que, notamment sur les résidences de Villeneuve-d'Ascq, puisque je sais que vous êtes particulièrement attentif à celle-là, eh bien, dès le mois de juin dernier, j'ai été sur place, me rendre compte et travailler avec le Crous de manière à réhabiliter totalement la résidence de Villeneuve-d'Ascq. Alors j'ai sollicité le président de la région qui n'a pas jugé bon de venir en complément des besoins de l'État. J'ai sollicité le président de la métropole qui, lui, a accepté de mettre 12 millions d'euros sur les 5 prochaines années pour réhabiliter les résidences de Villeneuve-d'Ascq. C'est au total, entre le CPER, le CNUS, l'apport de la métropole et le plan de relance, plus de 73 millions d'euros qui seront consacrés à la rénovation de ces résidences. Alors oui, monsieur le député, il y a énormément de choses à faire pour les étudiants et nous les faisons les unes après les autres. Et une fois de plus, que ce soit sur la question de la place dans les universités, depuis l'an 2000, on sait qu'il va y avoir cette bosse et cet afflux d'étudiants, que ce soit pour la question des logements et des résidences universitaires. Ça fait plus de 20 ans qu'il y a des résidences qui sont indignes dans ce pays. Et c'est ce gouvernement qui a débloqué les moyens de manière à ce que ce soit une histoire d'hier et pas une histoire de demain. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Julien Aubert. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'ai bien dit le Premier ministre parce qu'avec tout le respect que je dois au ministre des Comptes publics, à l'heure où on nous explique que c'est la plus grande catastrophe agricole qui a bouleversé le pays, le fait que le ministre de l'Agriculture ne soit pas aujourd'hui devant la représentation nationale me pose question. Et j'espère, Monsieur le Premier ministre, que vous répondrez à la question comme vous l'avez fait pour la majorité. Et j'associe à cette question l'ensemble des députés Les Républicains, et plus particulièrement mon collègue Dino Cinieri, dont la Loire a été ravagée avec les grands crus de Côte-Rôtie, de Saint-Joseph. Et j'ajouterai ici le Ventoux et le Luberon pour le Vaucluse et la région sud. Oui, Monsieur le Premier ministre, une catastrophe. Et face à cela, nous savons très bien que les mécanismes ne couvrent pas tous les agriculteurs. Une catastrophe, et particulièrement dans le Vaucluse où il y a beaucoup de polyculture. Et il faut savoir qu'en arboriculture, on n'est pas forcément toujours indemnisé, tout dépend du niveau de perte. Et donc vous pouvez demain avoir des gens qui avaient 8 hectares en vigne et 2 hectares en cerises qui ne seront pas couverts. D'un côté parce qu'ils ne sont pas dans le régime des calamités, et de l'autre parce qu'ils ne sont pas couverts. Alors moi la question est très simple, au-delà des mesures exceptionnelles, au-delà des déplafonnements, Monsieur le Premier ministre, la question que je vous pose devant la représentation nationale est la suivante. Est-ce que vous vous engagez à ce que chaque agriculteur de France soit justement indemnisé et que nous ne laissions personne sur le bord de la route? Le quoi qu'il en coûte, vous êtes arrivé à le faire en matière de crise sanitaire, vous devez le faire en matière de crise agricole. La région Sud a mis 3 millions d'euros sur la table. À l'échelle de l'État, ça représente 450 millions d'euros. Monsieur le Premier ministre, nous attendons votre réponse. Bien. Monsieur le député, nous partageons, j'en suis sûr, le plus grand respect pour la Haute Assemblée devant laquelle se trouve le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Il me paraît normal que le gouvernement réponde devant
les deux assemblées de notre République. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Aubert, comme l'a dit Monsieur le Président de l'Assemblée nationale à l'instant, le ministre de l'Agriculture est retenu au Sénat par un débat organisé sur les conséquences de la loi Egalim. Et il se trouve que ce débat organisé au Sénat, inscrit à l'ordre du jour depuis plusieurs semaines, a été inscrit par le groupe républicain. Ce sont vos amis du groupe républicain qui ont convoqué le ministre de l'Agriculture au Sénat aujourd'hui. Peut-être que vous avez du respect pour moi, je constate que vous en avez moins pour le Sénat et pour vos collègues du groupe républicain du Sénat. Quant à vos propos, à votre recherche de polémique, à votre volonté de lever le ton pour faire croire qu'avec 3 millions, on va répondre aux problématiques de l'agriculture en PACA, pardonnez-moi, mais c'est manquer de respect aux agriculteurs et à la situation qu'ils connaissent. Merci. Monsieur le Premier ministre... La parole est à monsieur le député Aubert. Monsieur le Premier ministre, quand il s'agit de bouger les élections régionales, vous êtes capable de faire preuve d'inventivité. Visiblement, vous ne savez pas déplacer les débats au Sénat. L'histoire retiendra que vous n'avez pas voulu vous engager sur le fait de savoir si tous les agriculteurs de ce pays seraient effectivement et justement indemnisés. Et je regrette. Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre, rien à rajouter. La parole est à madame Stella Dupont. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, la crise sanitaire met à l'honneur certains professionnels dont on parlait peu jusque-là. Parmi ceux-ci, les professionnels de l'aide et de l'accompagnement à domicile montrent un attachement sans faille à leur engagement auprès des personnes dépendantes. Partout sur nos territoires, ils répondent présents malgré la crise sanitaire. Nous saluons leur travail, leur dévouement et louons leur bienveillance. C'est important de le faire. Mais l'essentiel, c'est maintenant de revaloriser leur salaire. Tant espéré, tant promis, tant réfléchi, c'est essentiel et urgent. Je pense à Sonia, que nous avons accompagnée avec Madame la ministre Brigitte Bourguignon lors de sa venue en Maine-et-Loire à Chalonnes-sur-Loire. Je pense à Pierre, que j'ai accompagné dans son travail à domicile sur Angers. Ces femmes et ces hommes qui se donnent sans relâche depuis des années pour accompagner nos aînés, nos personnes en situation de handicap, doivent se voir reconnaître leur pleine place dans notre société. Malgré la richesse des relations humaines propres à ce métier, les conditions de travail, les horaires hachés et la pénibilité sont aussi la réalité de ces professionnels dont le secteur manque d'attractivité. Un nombre croissant de Français souhaitent vieillir chez soi. Ce secteur est donc porteur à la recherche de professionnels et est inquiet d'ailleurs pour les recrutements de cet été. Au-delà des conditions de travail, c'est tout le métier qui doit être repensé, la formation, l'évolution de carrière et bien sûr les rémunérations. Pour ce faire, le gouvernement a récemment annoncé une revalorisation des salaires pour les professionnels des SAD. Je souhaiterais connaître les types de SAD concernés par cette mesure. À partir de quand cette revalorisation sera effective dans le porte-monnaie des personnels concernés? Et j'aimerais aussi savoir comment seront financées concrètement les hausses de salaire ainsi que les personnels des SIAD infirmiers à domicile. Merci. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Stella Dupont, merci pour votre question qui met à l'honneur, une fois encore, les aides à domicile et elle le mérite bien. Et vous avez raison. Et leur rôle est indispensable. Et on l'a vu à la faveur de la crise, mais leur rôle est indispensable au quotidien. Il ne faudra pas les oublier une fois la crise derrière nous. D'ailleurs, nous mettons tout en œuvre pour ne pas pouvoir les oublier. Avec des revalorisations, Madame la députée, et je parle en mon nom et en celui de Brigitte Bourguignon, ministre déléguée à l'autonomie, que vous avez citée également. D'abord, il y a eu une prime Covid qui a été versée aux aides à domicile avec la contribution des départements. Ensuite, il y a eu une première revalorisation. Nous avons augmenté le point d'indice de 5,25 € à 5,50 €. Cela est déjà acté. Mais la priorité du gouvernement, c'est de rendre ces métiers du soin, du prendre soin plus attractifs. Il est inadmissible, par exemple, que pendant plus de 10 ans, les professionnels de cette branche ne bénéficient d'aucune augmentation salariale et demeurent au niveau du SMIC. C'est encore le cas pour 17 niveaux de rémunération. De manière à y répondre, les organisations syndicales et les représentants d'employeurs s'étaient mis d'accord sur l'avenant que vous mentionnez, c'est-à-dire l'avenant 43 de la branche de l'aide à domicile. Je rappelle, le financement de ces services et de ces professionnels est à la base d'une compétence départementale, mais le gouvernement, pour assurer la soutenabilité financière, a poursuivi le dialogue avec les départements et répondra toujours présent.
Vous avez voté, Madame la députée, un amendement en loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui va prendre corps très prochainement. Au mois de mai, cet avenant sera agréé par le ministère. Au mois d'octobre, en espérant que les départements auront délibéré en conséquence, les salariés de ces services bénéficieront d'une revalorisation qui atteindra jusqu'à 15% de leur salaire, ce qui est une hausse historique, une bouffée d'oxygène, et ce sera totalement mérité. Les SIAD ne seront pas en reste, Madame la députée, puisque l'avenant transpose le Ségur de la santé pour ceux qui relèvent de cette branche. La revalorisation des SIAD est également actée, vous le savez, dans le cadre d'un avenant au Ségur de la santé. C'était une bonne chose. Et ceux de la fonction publique territoriale, évidemment, ne sont et ne seront pas oubliés. Vous pouvez compter sur notre détermination à leur côté. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Éric Coquerel. Question à Bruno Le Maire. Français, Françaises, depuis un an, vous subissez une crise sanitaire inédite. Nous allons traverser une crise sociale d'ampleur historique. Et voilà qu'on nous annonce pour l'avenir de la sueur et des larmes. Enfin, pas pour tous. Pendant que vous étiez au chômage partiel ou en première ligne, nos milliardaires devenaient champions d'Europe en 2020 avec un gain de plus de 175 milliards. Même le FMI propose une taxe exceptionnelle sur les plus riches, mais sous Macron, non pas question de toucher à leur trésor. Pire, on nous culpabilise à nouveau avec la dette. Qu'importe que la dette Covid soit détenue par nous-mêmes, c'est-à-dire notre banque centrale et non sur les marchés, et que du coup, elle ne nous coûte quasi rien en termes de charge de la dette. Qu'importe qu'en avril 2020, un de vos prédécesseurs, Eric Woerth, s'est crié ici même « La dette est quasi éternelle, tout le monde sait que personne ne rembourse la dette » sans que vous n'y trouviez à redire. Qu'importe que les plus réalistes des économistes libéraux vous disent que le moment est venu de s'endetter pour relancer l'activité économique et assurer la transition écologique, ce que font les États-Unis à hauteur de 4 000 milliards de dollars. Votre aveuglement met en danger notre économie. Français, Françaises, au prétexte de la dette, on veut faire payer la crise au monde du travail avec une réforme d'allocation chômage qui s'en prend aux chômeurs et une réforme des retraites qui s'en prend aux salariés. Français, Françaises, au nom de la dette, on veut vous imposer une austérité XXL pour revenir dans les clous du programme de stabilité de l'Union européenne en allant jusqu'à inscrire cette baisse criminelle des dépenses publiques dans la Constitution. Monsieur le ministre, le pays est cassé par ces politiques d'austérité et vous voulez recommencer. Nos hôpitaux manquent de personnel, de matériel. Nous sommes incapables de produire un vaccin et vous voulez recommencer. L'État est affaibli et vous voulez recommencer. Lâchez-nous la dette. Quand allez-vous comprendre que l'austérité et la régression sociale sont deux plaies dont il faut se débarrasser? Dans un an, nous le ferons à votre place. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Coquerel. À écouter votre intervention, la France connaîtrait l'austérité. L'austérité, ce n'est pas tout à fait ce qui caractérise notre pays, ni aujourd'hui, ni hier et ni demain. C'est notre pays qui a mis en œuvre les dispositifs les plus élaborés, les plus costauds, pour permettre la prise en charge de l'activité partielle, protéger le revenu des salariés, à tel point que l'INSEE a démontré qu'en 2020, malgré une récession de 8,2%, le pouvoir d'achat a augmenté, des ménages français a augmenté de 0,6%. C'est aussi notre pays qui a mis en œuvre les dispositions les plus protectrices des entreprises, avec un fonds de solidarité que nous avons engagé d'ores et déjà à plus de 21 milliards d'euros, et avec la mise en œuvre d'un prêt garanti par l'État qui permet aux entreprises de passer la crise, non pas sans difficulté, mais dans les conditions les plus protectrices possibles. C'est enfin notre pays qui a voté, grâce à cette majorité, un plan de relance de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros sur 2 ans pour relancer l'activité, permettre le retour de la croissance et faire en sorte que nous puissions faire face à nos engagements, rembourser la dette que nous avons contractée grâce à la croissance et à ses recettes, sans augmenter les impôts. Nous savons, et le passé nous instruit, que les chocs fiscaux n'ont jamais provoqué la croissance, à aucun moment. Au contraire, ils l'ont étouffée. C'est cette majorité qui, sous l'égide du ministre de la Santé et des Solidarités, fait en sorte de revaloriser le salaire des soignants, comme cela n'a jamais été le cas, fait en sorte d'engager un plan d'investissement de 19 milliards d'euros dans le système de santé, ça n'a jamais été le cas. Monsieur le député, vous pouvez lever la voix, vous pouvez essayer de m'interrompre, vous pouvez faire des gestes. La vérité, c'est que vous ne faites que des mots, car l'action, vous ne la connaissez pas. L'action, c'est cette majorité. La protection des Français, c'est cette majorité. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Marguerite Després-Haudebert. S'adresse à Monsieur le ministre de la Santé.
J'associe à cette question mon collègue Bruno Duverger. C'est un sujet qui interpelle certainement aussi l'ensemble des députés des Hauts-de-France. Monsieur le ministre, la population du Pas-de-Calais est en confinement depuis le 6 mars, soit 15 jours avant le reste du territoire. Elle est de plus durement touchée par le très contagieux variant anglais. Cette situation a été insuffisamment prise en compte, car avec un stock de 2 jours de doses de vaccin, il est manifeste que notre région des Hauts-de-France est en flux trop tendu au regard de régions qui bénéficient de 5 à 7 jours de stock. Ainsi, les prévisions de l'ARS en vaccins alloués au Pas-de-Calais pour les primo-vaccinés en avril seraient, dit-on, à la baisse de 50%. Seules les secondes doses seraient en nombre suffisant. Si le retard dans la vaccination par rapport aux autres territoires a été rattrapé en mars grâce à une mobilisation sur le terrain que je tiens à saluer, la population du département risque de se retrouver une nouvelle fois en décalage. Il en va de même dans les 4 autres départements de la région. Vous le savez, monsieur le ministre, notre région des Hauts-de-France, la 3e en population, est hélas la dernière au niveau des indicateurs de santé. Sa population fragilisée est touchée par de nombreuses comorbidités. Elle reste, même si la situation s'améliore grâce aux efforts de la population, 2e quant au taux d'incidence. A contrario, notre région se retrouve aujourd'hui avec un taux de 0,188 en termes d'injections par habitant au 9e rang des 13 régions. Ne donnons pas le sentiment qu'un manque de considération et de solidarité nationale envahit la population. Les altos français réclament juste l'équité, c'est-à-dire des doses en adéquation avec la population et une pondération selon les critères évoqués. Un stock garantissant un bon déroulement de la campagne de vaccination pour laquelle tant d'acteurs se sont mobilisés et que nous remercions chaleureusement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rassurer? Êtes-vous prêt à assurer l'équité afin de permettre à notre région de... La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la députée, merci pour votre question. D'abord, la situation particulière des Hauts-de-France, c'est que la population y est en moyenne plus jeune que d'autres régions. Par exemple, par rapport au Grand Est, la part de population dans les Hauts-de-France est plus importante que celle du Grand Est, mais la part des 75 ans et plus y est plus faible. Et donc les premières répartitions avaient été faites en fonction de l'âge. Compte tenu de ce que vous avez dit, la situation épidémique dans votre région, nous avons renforcé considérablement les afflux de vaccins. 150 000 doses de plus ont été conférées à la région depuis la fin février, ce qui fait qu'à date, la couverture vaccinale avec au moins une dose est de 16,3% dans les Hauts-de-France. Elle est de 15,7% en moyenne nationale. Donc vous voyez, non seulement le retard a été rattrapé, mais il a été même effacé. Et c'est une bonne chose. Ce week-end, la région Hauts-de-France était la première région de France en termes de vaccination réalisée, devant l'Île-de-France, avec 64 000 injections grâce à la mobilisation, vous l'avez dit. Et à compter du 3 mai, il y aura 100 000 doses supplémentaires qui seront adressées à la région pour tenir compte de toutes les particularités. Laissez-moi je vais me permettre d'utiliser quelques secondes pour aussi aborder un autre point important pour votre région. J'entendais une candidate à une élection présidentielle, qui n'est pas présente dans l'hémicycle aujourd'hui, mais chacun sait de qui je parle, et qui jugeait que les Hauts-de-France étaient l'emblématique de la situation avec laquelle on traitait la ruralité, puisque les vaccinodromes faisaient que ceux qui habitaient dans les villes pouvaient se faire vacciner, ceux qui étaient en ruralité ne pouvaient pas. Elle est très mal tombée, et si elle avait lu ces dossiers, si elle avait connu cette région, elle aurait vu, Madame la députée, que la région Hauts-de-France, avec 157 centres, concentre 2/3 de ces centres de vaccination dans des petites villes de moins de 2000 habitants, et que c'est la région qui est la plus avancée en termes de couverture vaccinale des populations de la ruralité. Ce choix de la proximité, nous l'avons fait. Il nous a même été d'ailleurs reproché par ceux-là même qui aujourd'hui estiment que nous ne vaccinons pas assez en ruralité. Donc nous sommes au soutien de la région Hauts-de-France et transmettez toutes mes amitiés et toutes mes félicitations à toutes les équipes pour leur mobilisation incroyable, y compris donc pendant le week-end. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et elle concerne la protection de nos concitoyens. En effet, la gravité du variant brésilien, plus contagieux et plus mortel, menace la France avec des voyageurs en provenance du Brésil sans aucun contrôle spécifique. Face à ce danger du variant brésilien, le Portugal, qui a pourtant des liens historiques avec le Brésil, vient de suspendre ses vols pour protéger sa population. Le Royaume-Uni met ses ressortissants qui viennent du Brésil à l'isolement pendant au moins une semaine, et ceci à l'hôtel.
En France, votre ministre des Transports a déclaré ce matin qu'il ne pouvait strictement rien faire. Il considère que la France ne peut pas suspendre ses liaisons aériennes avec le Brésil car c'était contraire à notre droit. C'est surréaliste. C'est l'impuissance politique dans toute sa splendeur. Pire, cette impuissance de l'État et cette incapacité de votre gouvernement à faire évoluer notre droit pour protéger la population face à ce nouveau variant menace d'anéantir 13 mois d'efforts remarquables à la fois des soignants et des Français pour lutter contre le virus. Pour ne pas faire échouer notre politique vaccinale, la France doit temporairement fermer ses frontières et ses lignes aériennes avec le Brésil. Pour nos ressortissants, nous devons à minima mettre en place un isolement strict des personnes qui viennent des pays où il y a désormais un variant dangereux, comme vous le réclament déjà de nombreux scientifiques, et je ne vais pas les énumérer ici. Monsieur le Premier ministre, allez-vous, oui ou non, fermer les liaisons aériennes avec le Brésil pour protéger la population française face à ce nouveau variant, quitte à faire évoluer notre droit? Sur un sujet de cette importance, nous ne pouvons pas nous résoudre à l'impuissance publique que vous nous montrez, hélas, trop souvent. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, une fois encore, vous partez d'une constatation établie, la gravité de la situation au Brésil, hélas, je le rappelle devant la représentation nationale, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement pose des difficultés réelles. Mais, pardonnez-moi, je vous le dis, monsieur le député, vous faites quelques entorses avec la réalité, en laissant à croire qu'on ne ferait rien. Mais c'est faux, c'est complètement faux. Il y a une chose que nous n'avons pas faite, c'est suivre vos préconisations. Vous avez écrit au président de la République en 2020 pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine. Et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Donc, un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Bien. Alors, monsieur le député, pour en revenir aux faits, d'abord... S'il vous plaît, un peu de silence. D'abord, je veux dire que tout à ce jour et depuis les mesures que nous avons prises le 29 janvier dernier, toute personne qui veut se rendre en France à partir du Brésil ne peut le faire que pour des motifs impérieux. Et vous savez que s'agissant des ressortissants français, le Conseil d'État a annulé la décision prise par le gouvernement, considérant qu'il s'agissait d'une contrainte disproportionnée. Toute personne qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Il est donc parfaitement inexact de dire que nous serions restés sans agir. Cependant, nous constatons, mais oui, ne dites pas non, c'est la vérité, nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la France. Merci, monsieur le Premier ministre. S'il vous plaît. Allez. Monsieur le Premier ministre, vous voyez donc qu'il y a bien un sujet. Par contre, il serait pertinent de faire aussi ce que font notamment les Anglais, parce que, vous le savez, il faut protéger nos concitoyens. Vous ne le faites pas suffisamment. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre. Non, il veut pas. La parole est à madame Sophie Beaudouin-Hubière. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, le Président de la République a annoncé jeudi dernier vouloir remplacer l'actuelle École nationale d'administration par l'Institut du service public. Loin du coup de com' ou du simple changement de nom que certains veulent y voir, cette réforme revoit de fond en comble la formation des cadres de l'État.
En intégrant un tronc commun à 13 écoles de service public, elle donnera un corpus commun, une culture commune à de futurs diplomates, préfets, commissaires de police, ingénieurs de travaux publics, directeurs d'hôpitaux. Elle supprimera l'accès direct au grand corps, ce système hautement contestable qui conduit les fonctionnaires à inspecter, contrôler, sans avoir eux-mêmes effectué les missions qu'ils contrôlent. Par ailleurs, le terrain devient la première compétence pour une première affectation sur des fonctions opérationnelles. Enfin, une formation continue sur le modèle de ce qui existe à l'école de guerre sera instaurée. Cette réforme s'inscrit dans le prolongement de nombreuses mesures déjà engagées, comme le programme Talents du service public ou la loi de transformation de la fonction publique. Plus de diversité, donc, moins de déterminisme et de corporatisme dans la haute fonction publique, ce sont évidemment des évolutions bienvenues. Mais au fond, réformer la formation des cadres de l'État ne suffit pas. Il faut aussi travailler la gestion des carrières. Quid de la responsabilité des hauts fonctionnaires? Sur quelle base seront-ils évalués? Comment mesurer leur efficacité à la tête de leur service, de leur direction, de leur administration? Le président de la République a évoqué la mise en place d'une gestion personnalisée des carrières. Pour ma part, j'appelle de mes vœux la mise en place d'une véritable GPEC, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, non seulement dans la haute fonction publique, mais aussi dans toute la fonction publique de l'État. Madame la ministre, cet objectif fait-il partie de votre feuille de route? Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à madame Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, merci pour votre question. Effectivement, nous vivons une période qui nous impose, qui exige de refonder le logiciel de l'action publique, de la haute fonction publique. C'était un engagement du Président en 2017, réaffirmé devant les Français en 2019. Et je tiens ici à dire qu'il ne s'agit en rien de remettre en cause la valeur des hommes et des femmes qui s'engagent pour notre pays, qui ont permis à notre État de tenir. Ce n'est pas non plus un reniement ni de notre histoire, ni de 1945, de l'engagement de Michel Debré, du général de Gaulle, de ces hommes et de ces femmes qui, depuis la promotion France combattante à la promotion Hannah Arendt, ont servi notre pays. Mais nous devons regarder les enjeux du XXIe siècle, les enjeux de formation, aux crises climatiques, aux défis numériques, aux enjeux d'inégalité sociale, aux valeurs de la République qu'il nous faut défendre absolument, la loyauté, la laïcité, la neutralité, au rapport à la science. Et pour tout cela, nous devons former différemment, nous devons gérer les carrières différemment, mettre fin à ces systèmes de rente que les grands corps ont entretenus, mettant au fond le classement des années de ces 25 ans comme un facteur de déterminisme absolu et mettre au cœur de l'évaluation et des carrières l'expérience, la compétence, le fait que chacun puisse être formé plusieurs fois dans sa vie et plusieurs fois dans sa vie être dans des postes opérationnels, des postes de terrain au service des Français. Notre enjeu, c'est, vous l'avez dit, Madame la députée, que nous gérions les carrières différemment pour que nous ayons les bonnes personnes au bon endroit, pour que la jeunesse continue de vouloir s'engager au service de son pays, que le service de l'intérêt général soit un enjeu attractif et surtout un enjeu de réalisation personnelle. Alors j'entends dire sur les bancs à droite que certains trouvent cette réforme démagogique. Je tiens à vous dire que ce qui est démagogique, c'est de considérer que supprimer et bazarder le statut de la fonction publique, comme vous le dites, résoudrait tous les problèmes. Ça, c'est démagogique. Les hommes et les femmes de ce pays méritent mieux. Nous nous engageons pour eux, pour transformer l'État, pour leur donner un avenir et des compétences. C'est pour cela que nous formerons un État efficace, accessible aux Français, humain, et qui répondra à ce déficit de confiance que les Français aujourd'hui mettent en avant. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Avant de céder la parole à Monsieur Ludovic Pajot pour sa dernière question, je lui adresse nos vœux de succès pour ses nouvelles fonctions de maire de Bruay-la-Buissière. Chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. C'est avec une particulière émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui pour ma dernière question au gouvernement avant la fin de mon mandat de député qui sera effectif d'ici quelques jours, afin de me consacrer pleinement à ma commune de Bruay-la-Buissière, dont j'ai l'honneur d'avoir été élu maire. Je remercie l'ensemble de mes collègues ainsi que les femmes et les hommes qui font vivre au quotidien cette belle institution qu'est l'Assemblée nationale. Pas de liberté sans sécurité. Pas un jour désormais ne se passe sans qu'un nouvel acte de délinquance, confinant parfois à la barbarie, ne se produise. Des simples incivilités, comme certains les nomment pudiquement, au cambriolage accompagné d'une véritable volonté de violenter physiquement, agression pour un simple regard, guet-apens tendu aux policiers dans les quartiers,
Caillassage, assassinat en pleine rue, comme ce fut encore le cas hier à Paris. Cette délinquance et cette criminalité gangrènent notre pays, des villes jusque dans la ruralité. Face à cette insécurité grandissante, qui est loin d'être un simple sentiment, les élus, à commencer par les maires, se sentent bien souvent démunis. Dans ma commune de Bruy-la-Bussière, il n'y a qu'une seule patrouille de police nationale le soir qui doit couvrir à elle seule pas moins de 9 communes. Le désengagement de l'État, se traduisant notamment par la réduction constante des effectifs, pousse les communes à créer de nouvelles polices municipales, mais qui ne disposent pas des mêmes prérogatives. Par ailleurs, la création de celles-ci représente un coût conséquent pour des collectivités comme la mienne, qui disposent de marges de manœuvre financières restreintes. Alors, il est indispensable que l'État prenne toute sa part dans le financement de la création de ces polices municipales, garantes de la sécurité du quotidien de nos habitants. Il s'agit là d'un enjeu de sécurité publique pour nos administrés. Élus de terrain, nous attendons un engagement précis de l'État sur ce sujet fondamental. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Pajot, permettez-moi de commencer par vous adresser mes félicitations républicaines pour votre élection. Vous le savez, les polices municipales, elles sont entièrement à la main des maires, s'agissant aussi bien de leur création, de leur formation, de leur équipement ou même de leur armement, et elles sont un élément important du continuum de sécurité. C'est pourquoi l'État les soutient. La proposition de loi pour la sécurité globale que vous avez votée, que le gouvernement a soutenue de manière considérable, renforce les pouvoirs de la police municipale. Je pense par exemple à l'extension des compétences pour constater des faits du quotidien, l'entrave à la circulation routière ou l'occupation illicite des halls d'immeubles. La police municipale peut aussi agir contre le harcèlement de rue, dont la verbalisation a été votée ici même en 2018. Par ailleurs, la loi permet aux polices municipales de visualiser les images de vidéoprotection, alors que jusqu'à présent, seul l'État pouvait le faire. La loi permet enfin de créer une police municipale à Paris. C'était attendu de longue date. Cette loi fait des polices municipales la troisième force de sécurité intérieure avec la police et la gendarmerie. Mais je veux vous dire, monsieur le député, que l'État apporte son soutien financier à la sécurité locale, notamment avec le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, dont j'ai la responsabilité. En 2020, 12,7 millions d'euros pour financer les projets de vidéoprotection. 500 000 euros ont été consacrés également à leur équipement pour l'année passée. Vous le voyez, monsieur le député, avec le ministre de l'Intérieur et avec l'ensemble des parlementaires, notre engagement est total pour mieux soutenir les polices municipales et aider les maires à les équiper et à les développer. Je vous remercie. Merci, madame la ministre. La parole est à madame Valérie Bazin-Malgras. Merci, monsieur le président. Mes chers collègues, monsieur le Premier ministre, depuis 1 an, notre pays traverse une crise sans précédent. De nombreuses entreprises ont tangué, vacillé, voire fermé. Votre gouvernement, avec son « quoi qu'il en coûte », a permis à minima de ne pas couler à certain nombre d'entre elles. Le dispositif de chômage partiel a permis à minima de faire en sorte que des entreprises sortent la tête de l'eau. Le fonds de solidarité a permis à minima de payer leurs charges. Mais voilà, ces aides ont leurs limites et des trous dans la raquette persistent. Fort heureusement, en France, nous avons des entrepreneurs courageux qui, pour le développement de notre pays et de leur territoire, même pendant la crise, ont pris des risques financiers énormes pour créer leur entreprise et créer de l'emploi. Ils sont nombreux, ces chefs d'entreprise, comme Jean-Paul Braga, comme Ludivine Locny, comme David Goncalves Pereira et comme tant d'autres. Ils sont nombreux en France et dans mon département à avoir eu des projets bien avant la crise. Ils sont nombreux, comme eux, à avoir emprunté parfois plus d'1 million d'euros en se portant caution personnelle pour développer leur entreprise et aller au bout de leurs rêves. Après avoir mené des travaux tambour battant, ces entreprises ne peuvent pas ouvrir du fait des restrictions sanitaires. Pour certaines, elles sont punies. Pour d'autres, elles ont eu la chance de débuter leur activité et l'espoir de faire un peu de chiffre d'affaires entre 2 confinements. Mais aujourd'hui, elles ne sont éligibles à aucune aide de l'État et se retrouvent sans ressources. Monsieur le Premier ministre, je suis certaine que votre gouvernement ne peut rester sourd à l'appel de ces entrepreneurs dont le projet est arrivé à la mauvaise date. Le « quoi qu'il en coûte » doit permettre à ces bâtisseurs de pouvoir faire face à ces quelques mois d'inactivité en se basant sur les chiffres d'affaires prévisionnels.
Alors, Monsieur le Premier ministre, quels sont les dispositifs que vous comptez mettre en œuvre? Ils sont attendus par ces chefs d'entreprise. Je vous remercie. Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Bazin-Malgras, je partage avec vous, Madame la députée, le fait que nous avons la chance, en France, d'avoir des hommes et des femmes qui s'investissent dans l'entrepreneuriat. C'est une grande chose pour notre pays, ils sont nombreux. Et le gouvernement, depuis le mois de mars 2020, met en œuvre des dispositifs extrêmement puissants, non pas, mais à minima. Mais la France est parmi les pays du monde qui aura le plus appuyé les entreprises, quelle que soit leur taille, en particulier les TPE et les PME. Le Fonds de solidarité est un des outils utilisés. Le Fonds de solidarité, nous l'avons adapté depuis le mois de mars dernier, de 1 500 € à 10 000 € au mois de novembre, et depuis le mois de décembre, en y ajoutant 20 % du chiffre d'affaires, et au mois de janvier, en rajoutant un dispositif de frais fixes. Une difficulté réelle concerne les entreprises qui ont été reprises. Effectivement, le Fonds de solidarité repose sur la compensation d'un chiffre d'affaires réalisé, et un certain nombre de repreneurs n'avaient pas eu la possibilité de commencer leur activité. Et donc, à la demande du Premier ministre, avec Bruno Le Maire, nous avons mis en place un nouveau dispositif d'accompagnement de ces repreneurs qui consiste, à partir du mois de janvier, de prendre en charge leurs frais fixes de façon à les accompagner et à leur permettre de pouvoir, le moment venu, reprendre une activité normale. Je précise que, par ailleurs, pour les autres entreprises, il y a des dispositifs d'exonération de cotisations sociales, d'accompagnement du gouvernement pour des reports de prêts. Et donc, vous pouvez être convaincus que nous allons continuer à accompagner l'ensemble des entreprises à l'occasion de cette crise sanitaire et économique. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la honteuse création par La République En Marche d'un comité à Dakhla, au Sahara occidental, n'a pu se faire sans l'accord, peut-être même à la demande de l'exécutif. Une permanence politique française au cœur d'un territoire non autonome et occupé par un pays colonisateur, le Maroc, illustre malheureusement l'époque que nous vivons, où des chefs d'État, de Trump à Macron, de Netanyahou à Mohamed VI, pensent agir en toute impunité, en s'asseyant allègrement sur le droit international et en crachant sur les résolutions d'institutions officielles comme l'ONU ou la Cour européenne de justice pour faire prévaloir leurs propres intérêts. C'est le règne de la toute-puissance et celui du scandale d'une diplomatie de compromis cynique qui sacrifie en l'occurrence le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La torture pratiquée sur les prisonniers politiques sahraouis, la répression exercée contre la population sahraoui vivant au Sahara occidental, l'impossibilité pour un observateur indépendant de s'y rendre sont ignorés par la France au profit d'un soutien aveugle au Maroc, colonisateur expansionniste qui bafoue le droit du peuple sahraoui à la liberté et à la dignité. Tout est fait pour marginaliser la question du Sahara occidental et la France est complice de la poursuite du peuplement marocain, de l'ouverture au business et de l'exploitation plus systématique de ses ressources. Monsieur le Premier ministre, dans 10 jours, la France va-t-elle soutenir la demande de la République arabe sahraoui démocratique d'obtenir un siège de membre aux Nations unies, mettant en pratique l'équidistance chère au ministre Le Drian? Le peuple sahraoui est un peuple digne, décidé à poursuivre son combat jusqu'à ce que la communauté internationale respecte enfin ses droits à la liberté, à l'autodétermination et pourquoi pas à l'indépendance. N'est-il pas temps, Monsieur le Premier ministre, pour notre pays de retrouver le chemin de la justice? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Paul Lecoq, vous avez cité une initiative prise localement
que je regrette et qui ne change en rien la position de la France sur cette question hautement sensible. Vous le savez, le conflit au Sahara occidental est encore un risque permanent de tension. Nous l'avons vu encore au mois de novembre, au point de passage de la guerre Guérat, et depuis avec plusieurs opérations menées par le Polisario, dont la dernière a conduit elle-même à la mort du chef de la gendarmerie du Polisario le 7 avril dernier. L'ensemble de cette situation rappelle l'urgence de la seule voie possible, celle de la reprise d'un processus politique. C'est cette voie d'équilibre que défend la France. La France appelle dans ce contexte à nouveau au calme, reste attachée et engagée pour la recherche de cette solution politique dans le cadre de la légalité internationale et dans le cadre des Nations Unies. Nous sommes sur cette base, avec le ministre Jean-Yves Le Drian, favorables à cette solution politique juste, durable, mutuellement acceptable, qui respecte l'ensemble des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans cette perspective, reconnaissons-le, le plan d'autonomie marocain est une base de discussion sérieuse et crédible qu'il faut prendre en compte. Nous apportons ainsi notre soutien à la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, dont le rôle reste essentiel pour le maintien ou le retour à la stabilité et la prévention des tensions. Et nous encourageons aussi dans ce cadre le secrétaire général des Nations Unies, nous l'avons encore rappelé, à nommer sans attendre un nouvel envoyé personnel pour permettre cette reprise des discussions. C'est cette ligne que défendra la France à nouveau au Conseil de sécurité le 21 avril prochain. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur André Villiers. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question mon collègue Guillaume Larrivé. Monsieur le Premier ministre, je vous invite à venir à Chablis dès que vous le pouvez, à Tonnerre ou encore à Vézelay, où nous serons d'ailleurs bientôt privés de vin de messe. La semaine dernière, le combat était trop inégal et sans merci. Après avoir lutté minute après minute pour protéger le fruit de leur travail, nos agriculteurs, viticulteurs et arboriculteurs ont été submergés par une vague de gel tardif, exceptionnelle par son ampleur et son intensité. Cette séquence s'ajoute au marasme de la crise sanitaire. À la suite d'Aurélien Pradier, Géraldine Bagné, Michel Victory, Adrien Morenas, Julien Aubert, nous voyons que rares sont les régions de France épargnées. Dans l'Yonne, plus de 80% de certaines productions agricoles ont été détruites. Vignobles ravagés, cerisiers en fleurs anéantis, champs de betteraves et orges de printemps gravement touchés. Malgré la mise en place de protections au coût exorbitant, au bas mot 4 000 € de l'hectare, c'est un paysage de désolation qui s'est offert à nos yeux effarés. Syndicats professionnels, organisations agricoles, préfets, maires, tous sont venus dans nos champs, nos vignes et nos vergers pour constater avec nous l'étendue du désastre. 2001 sera assurément une année blanche. Certains marchés risquent d'être perdus durablement. La situation est très grave, vous le savez. Ma question est donc simple. Au-delà du déplafonnement du régime d'indemnisation des calamités agricoles, quelles mesures complémentaires d'urgence votre gouvernement compte-t-il prendre et suivant quel calendrier pour soutenir nos agriculteurs, vignerons et arboriculteurs de France? Tous sont éprouvés. Ils attendent de votre part non seulement des réponses immédiates, concrètes et fortes, mais aussi une réflexion d'ensemble sur la modernisation de la gestion du risque, des mécanismes d'assurance et d'indemnisation face à la multiplication des incidents climatiques. Ils attendent que l'État soit à leur côté au moment où des pans entiers de notre agriculture sont à la peine. À catastrophe exceptionnelle, mesure exceptionnelle, vous avez... Député, la parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Villiers, pardonnez la brièveté de ma réponse, beaucoup a déjà été dit, mais nous partageons évidemment le constat que vous avez fait sur l'importance des dégâts causés par cet épisode de gel et le fait que tous les types de cultures et tous les territoires ont été concernés. La viticulture est un secteur particulier dans la mesure où, vous le savez, depuis 2010, ce type de culture, la viticulture, n'est plus éligible, n'est plus couvert par le régime des calamités agricoles, sauf lorsqu'il y a des tailles sévères qui compromettent les récoltes suivantes ou des destructions de plants. À l'occasion du déplacement en Ardèche avec le Premier ministre, avec Julien Denormandie, pardonnez-moi, nous avons eu à apporter des réponses et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure qu'à court terme, nous mettons en œuvre tous les outils existants, allègements et dégrèvements fiscaux, mais aussi en matière de cotisation sociale. Nous avons d'ores et déjà ouvert la procédure de reconnaissance de l'état de calamité, du régime de calamités agricoles, avec une volonté d'aller vite qui s'illustre par le fait que cette procédure est ouverte sans visite préalable, considérant que les dégâts sont suffisamment significatifs et probants pour que ce soit lancé immédiatement.
Nous avons déplafonné le Fonds national de garantie pour les risques en matière d'agriculture. Ce fonds correspond en moyenne à 130 à 150 millions d'euros par an, mais il a connu des années beaucoup plus importantes, je pense en 2004, où nous avions consacré collectivement 800 millions d'euros au financement du FNGRA. Par ailleurs, dans les prochains jours, avec mon collègue ministre de l'Agriculture, et après les concertations que nous menons, nous proposerons au Premier ministre la création d'un dispositif spécifique, comme il l'a annoncé tout à l'heure. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Boris Vallaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, j'aimerais, avec vous, avant toute chose, penser aux morts de la Covid, bientôt 100 000 cette semaine, aux malades, à leurs familles, en disant que nous ne nous résignons pas face à cet état de fait tragique. Le variant brésilien, Monsieur le Premier ministre, frappe durement le Brésil et pourrait, dit-on, compromettre en Europe et en France, à lui seul, les efforts accomplis en matière de lutte contre la pandémie, d'aucuns parlant même d'une possible 4e vague. Ce variant semble plus contagieux que tout autre, toucherait aussi des populations plus jeunes. Il y aurait plus de 50% des malades en soins intensifs au Brésil qui auraient moins de 40 ans. Ce variant aurait une capacité forte de réinfection, on l'a observé notamment à Manaus, et d'ores et déjà, 17 mutations auraient été identifiées. Vous venez d'annoncer, Monsieur le Premier ministre, que face à la menace, la France, comme d'autres pays d'Europe, avait décidé de l'interruption de ses liaisons aériennes avec le Brésil. Et je crois que c'est une nécessité et une très bonne décision. Certains pays, cependant, depuis plusieurs mois, ont décidé, face à l'émergence de variants, de massifier leur capacité de séquençage du virus pour détecter les variants les plus contagieux, pour identifier les événements de surpropagation, pour suivre au plus près l'évolution de l'épidémie. Mais la France connaît en la matière un très grand retard. Le séquençage s'avère pourtant essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Sur la base de données mondiales, GISAID, 500 000 génomes ont été partagés. La France en a produit 5 000, 40 fois moins que la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont investi, dès mai 2020, 20 millions de livres pour créer leur consortium de génomique du Covid-19. Ce n'est pas un effort qui, pour l'instant, a été accompli par la France. Monsieur le Premier ministre, c'est un enjeu majeur. Pourriez-vous nous dire ce que la France fait pour traquer ce virus et comment il entend rattraper ce défi du séquençage si majeur? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Boris Vallaud, vous avez raison d'insister sur l'importance des techniques permettant d'identifier des variants quand on a identifié du virus. Il y a deux méthodes qui existent et qui sont pratiquées massivement en France. La première, c'est ce qu'on appelle le criblage, c'est-à-dire un test PCR équipé de réactifs qui permettent d'identifier sur une PCR positive s'il s'agit des variants connus, c'est-à-dire le sud-africain, le brésilien, l'anglais. C'est ainsi que la France sait piloter au jour le jour, heure par heure, région par région, ville par ville, bassin de vie par bassin de vie, la répartition des différents variants, 80% de variants d'origine britannique et maintenant un peu moins de 4% de variants brésiliens et sud-africains, c'est-à-dire qu'on voit proportionnellement un recul de ces variants parce qu'ils sont moins contagieux que l'anglais qui, lui, s'étend sur tout le territoire. Et la deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire qu'on va chercher indistinctement les variants connus ou des variants qui ne seraient pas encore connus. Il en existe plusieurs milliers. Rien qu'au Brésil, 90 variants ont été identifiés. Monsieur le député, il n'est factuellement pas exact de dire que la France ne ferait pas du séquençage de masse. Nous réalisons plusieurs milliers de séquençages par semaine qui sont extrêmement utiles, qui sont faits par ce qu'on appelle les centres nationaux de recherche et qui nous permettent, par exemple, d'identifier s'il y a dans certains endroits de nouveaux variants apparaissent, confère le fameux variant du Trégor dont il avait été question il y a 3 semaines. Et c'est parce que, par exemple, sur 2 jours donnés, nous avons fait 600 séquençages dans le territoire des Côtes-d'Armor, que nous avons vu qu'aucun des séquençages ne correspondait à ce variant du Trégor, ce qui était une donnée, vous l'avouerez et le reconnaîtrez avec moi, plutôt rassurante. Donc encore une fois, célébrons notre communauté scientifique et médicale. Nous continuons de développer le séquençage et le criblage. Et en la matière, encore une fois, la France n'a vraiment pas à rougir. Nous faisons certes moins de séquençage que les voisins anglais, mais comparativement avec les voisins européens, il n'y a pas photo. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre. Monsieur le député, oui. Il ne vous reste plus de temps, mais puisque je vous ai à tort donné la parole, je vous la laisse. Merci de votre bienveillance, c'est important. Mais faites bref. Hein. Je ferai très bref pour dire que comme j'avais lancé une alerte le 13 octobre dernier sur nos retards sur les vaccins, je lance à nouveau une alerte sur notre retard par rapport aux Britanniques sur le séquençage génomique. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Lejeune.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Madame la ministre, alors que les restaurateurs, les bars se préparent à accueillir nos concitoyens d'ici quelques semaines, une date précise de réouverture complète est toujours indéterminée. Tous soulignent les perspectives annoncées, signe d'espoir, par le Président de la République lors de son allocution du 31 mars dernier. À l'approche de la saison estivale, qui s'avère être primordiale pour beaucoup d'établissements, mais également pour les étudiants ou saisonniers qui profitent des nombreux emplois proposés par ce secteur, il apparaît nécessaire que l'on puisse les aider dans leur organisation préparatoire. Pour tous, employeurs et employés, il est essentiel de sécuriser leur contrat de travail. À défaut de visibilité, ils ont tous besoin de sérénité. Je sais, Madame la ministre, que le gouvernement et vous-même partagez leurs préoccupations en les accompagnant massivement depuis le début. Chaque député au sein de cet hémicycle connaît l'importance que revêtent ces lieux de convivialité qui nous sont si chers. Je sais aussi que les femmes et les hommes qui y travaillent nous attendent avec beaucoup d'optimisme et d'envie. Dès la réouverture, l'engouement vers l'art de vivre à la française sera au rendez-vous. J'en suis intimement convaincu, puisque j'en fus déjà le témoin l'été dernier, au cœur de ma circonscription de la Haute-Saône, et particulièrement sur le plateau des Mille-Étangs. En conséquence, Madame la ministre, pouvez-vous raisonnablement définir un calendrier de réouverture des bars et des restaurants? Aussi, Madame la ministre, quand sera-t-il des contrats d'embauche visant à répondre à l'accroissement de l'activité estivale si une date de réouverture ne pouvait être maintenue? Ces mêmes contrats seront-ils pris en charge par l'État en cas de prolongation de la fermeture de ces établissements? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Christophe Lejeune, vous l'avez rappelé, notre stratégie de lutte contre l'épidémie depuis un an nous a conduit à limiter, voire à interrompre certaines activités. Et suite à ces décisions difficiles, nous avons mis en œuvre des mesures d'accompagnement exceptionnelles pour protéger les emplois et préserver les entreprises. Je rappelle par exemple qu'au mois de février, plus de 2 millions de salariés étaient encore protégés par l'activité partielle. Mais je voudrais également rappeler que nous avons été au rendez-vous pour les saisonniers des stations de montagne. Près de 30 000 saisonniers ont pu être embauchés cet hiver en bénéficiant, pour une grande part d'entre eux, de l'activité partielle. Alors nous serons également au rendez-vous pour le lancement de la saison estivale, avec un double objectif qui est de permettre aux entreprises de préparer la saison touristique et également de sécuriser les contrats saisonniers malgré la crise. Alors bien sûr, la première attente des professionnels, c'est la réouverture des établissements. Des concertations ont eu lieu ces dernières semaines et elles donneront lieu à des décisions prochainement. Mais pour donner de la visibilité et préparer la saison touristique, je vous annonce que le gouvernement a décidé d'assurer la prise en charge par l'activité partielle à titre exceptionnel des contrats saisonniers lorsqu'ils sont reconduits en application d'une disposition du contrat précédent, d'une convention collective, ou qu'ils font suite à un contrat au titre de l'année 2019 ou 2020. Et cette prise en charge exceptionnelle des contrats saisonniers qui n'ont pas pu démarrer est prévue jusqu'à fin juin et s'applique bien sûr sur tout le territoire national. Donc vous le voyez, nous sommes aux côtés des professionnels pour assurer la préparation de la prochaine saison estivale dans les meilleures conditions. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, en 2017, le Président de la République a beaucoup choqué en qualifiant la colonisation de crime contre l'humanité. Par ailleurs, le contenu très contestable du rapport Stora sur la colonisation et la guerre d'Algérie a profondément blessé les familles de harkis dont la mémoire a été injustement oubliée. En multipliant ce qu'il considérait comme des gestes d'apaisement vis-à-vis de l'Algérie, le président de la République a souvent heurté, voire ravivé de profonds traumatismes mémoriels. En dépit de ces gestes, les relations franco-algériennes ne se sont absolument pas améliorées. Pire, notre pays est aujourd'hui violemment mis en cause par Hachemi Djaboub, ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui, le 8 avril dernier, a qualifié la France, je cite,
d'ennemi éternel et traditionnel. Ces propos lâchés de façon tout à fait inattendue sont inacceptables. La France ne peut pas rester sans réponse quand elle subit un tel affront diplomatique. Qualifier la France d'ennemi est lourd de conséquences. Ces propos interviennent en effet alors qu'au même moment, le chef d'état-major des armées françaises, le général Lecointre, était reçu à Alger par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Cette visite était un préambule à celle prévue par Monsieur le Premier ministre, qui aurait été reportée pour cause sanitaire, motif qui semblerait en réalité plutôt diplomatique. Si ce pays considère la France comme un ennemi, quel est, Monsieur le ministre, l'avenir de notre relation diplomatique avec l'Algérie? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Nathalie Serre, pour commencer par le dernier point que vous souleviez, comme vous le savez, nous devions en effet avoir un rendez-vous bilatéral extrêmement important dimanche dernier à Alger. Le Premier ministre devait y mener une importante délégation ministérielle française pour des échanges avec le gouvernement algérien dans le cadre d'un format très rare qui était la 5e édition de ce comité intergouvernemental de haut niveau. C'est pour des raisons sanitaires que ce rendez-vous a dû être décalé, car le format de la délégation qui était discuté et souhaité ne permettait pas, dans les conditions actuelles, de tenir cette rencontre. C'est ce que nous avons échangé, le ministre Le Drian l'a fait à plusieurs reprises avec les autorités algériennes, de manière à pouvoir tenir cette rencontre prochainement dans des conditions sanitaires et politiques satisfaisantes, ce qui permettront d'avoir le format souhaité. Sur le fond, notre volonté de renforcer la relation bilatérale avec l'Algérie demeure intacte et les propos que vous avez rapportés, que j'ai condamnés dès dimanche, sont des propos que nous déplorons et qui ne reflètent absolument pas la qualité de nos relations bilatérales actuellement et la dynamique que nous essayons patiemment de leur donner, soutenue au plus haut niveau par les autorités de nos deux pays. La France, vous le savez, est attachée à sa relation ancienne avec l'Algérie, avec toutes les difficultés que vous avez rappelées. Cette relation est enracinée dans notre histoire partagée, dans les échanges humains entre nos deux pays, dans nos relations économiques et dans un engagement commun aujourd'hui à la stabilité et à la paix qui dépasse d'ailleurs le cadre bilatéral et concerne toute la région. Nous en avons besoin au Sahel et en Libye et nous menons aussi, vous l'avez rappelé, nous le menons de manière assumée, ce travail mémoriel qui n'avait pas été fait, qui n'est ni de la repentance ni du déni et qui est aussi essentiel pour la jeunesse de nos deux pays. C'est cette ligne que nous tenons et que le Président de la République a tenue, notamment à travers le rapport Stora, ni repentance ni déni. Le Président de la République et le Président Tebboune, dans ce cadre, échangent d'ailleurs très régulièrement et sont bien déterminés à faire évoluer dans le bon sens cette relation franco-algérienne si essentielle. Nous œuvrons dans ce sens avec le ministre Jean-Yves Le Drian. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, vos propos sont vraiment bien diplomatiques. Comme vous le savez, la diplomatie n'empêche pas, bien au contraire, la fermeté. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Christine Pires-Beaune. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il semble bien que cette fois, à l'Ouest, il y a du nouveau, et même une révolution. L'ère du tout libéral, l'ère imposée par le duo Reagan-Thatcher, selon lequel l'État n'est pas la solution, l'État c'est le problème, pourrait se refermer. En effet, voilà que Joe Biden lance un plan dont le seul premier volet prévoit un investissement de 2 300 milliards de dollars. Le total pourrait même flirter avec 25% du PIB américain. Que nous dit Joe Biden? Tout simplement que seule la puissance publique peut enclencher le redémarrage post-Covid et réussir la transformation écologique et sociale qui s'impose. Joe Biden nous dit aussi qu'il n'y a pas d'État fort sans une fiscalité juste et adaptée. Et voilà qu'il augmente l'imposition des entreprises des États-Unis et propose un impôt mondial minimum sur les bénéfices. Après 40 ans de domination et de toute puissance des firmes transnationales, des fonds souverains et des paradis fiscaux, Joe Biden nous propose tout simplement que les États, c'est-à-dire les peuples et les citoyens, reprennent la main. Face à ces mutations outre-Atlantique, quelle sera votre position, Monsieur le Premier ministre? J'entends parler de réduire la dépense de l'État, de réduire la dette. Et voilà que ressort la réforme des retraites et celle des droits des chômeurs.
Et voilà que le quoi qu'il en coûte cède la place au pognon de dingue. Monsieur le Premier ministre, la France va-t-elle rater le train de l'histoire? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée Pires-Beaune. Vous avez, pardonnez-moi, comparé des choses qui nous semblent difficilement comparables. Vous évoquez le taux de fiscalité sur les entreprises en précisant que le président américain a décidé d'augmenter ce taux de fiscalité. Il était à 15%, alors que le nôtre était à 33,5%. Vous évoquez un plan de relance en précisant que ce plan de relance américain pourrait représenter jusqu'à 25% du PIB. C'est oublier deux choses. La première, qui est connue, c'est le fait que les salariés américains n'ont jamais connu la prise en charge par le chômage partiel telle que celle que nous avons mise en place. C'est oublier que les dispositifs de protection que nous avons mis en place en France n'existent pas aux États-Unis. Et enfin, c'est oublier aussi le fait que les efforts que nous avons engagés, tant sur les mesures d'urgence que sur le plan de relance en 2020, que nous engageons en 2021 et que nous allons engager en 2022, auront un coût pour les finances publiques lorsqu'on constate la dégradation de notre niveau de déficit de 424 milliards, soit 20% du PIB. En cela, l'effort est très largement comparable, avec une différence, c'est la volonté d'un soutien immédiat aux salariés français, au pouvoir d'achat des ménages et au maintien du niveau de vie au meilleur niveau. Je précise que ce coût que j'ai évoqué ne tient pas compte des efforts qui sont faits en matière de protection sociale et en matière de revalorisation de la carrière des soignants ou encore de l'investissement dans la santé. Nous avons une priorité, c'est de faire en sorte que les 100 milliards d'euros du plan de relance puissent être mis en œuvre, qu'ils puissent être mis en œuvre rapidement. Nous avons déjà engagé une trentaine de milliards d'euros pour faire en sorte d'être efficace, de relancer l'économie, d'aider les entreprises et les Français à traverser la crise et ainsi faire en sorte qu'après cette crise épidémique, la France soit plus forte et que notre économie soit nouvelle. Merci, monsieur le ministre. Madame la députée. Monsieur le ministre, avec votre politique, il n'y aurait jamais eu de New Deal, il n'y aurait jamais eu de mise en œuvre du programme du Conseil national de la résistance. C'est une erreur historique, ce serait de ne pas redonner toute sa place à un État fort. Et comme le disait Christian Chavagneux, vous nous proposez, au moment où Biden ressuscite Roosevelt, de rêver à la France de Pinet. Bref, de rester sur le bord du chemin et de regarder les autres cueillir les fruits de la croissance. C'est un vrai plan de relance national et européen. Madame la députée. La parole est à monsieur Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre en charge des petites et moyennes entreprises, la troisième vague de l'épidémie est là et nous frappe durement. Il a bien fallu agir afin de protéger les Français et préserver notre système de santé. C'est pour cela que le gouvernement a pris le 31 mars dernier des mesures de freinage des déplacements et des activités pour 4 semaines. Parallèlement, la campagne de vaccination est montée en puissance avec plus de 11 millions de personnes qui ont reçu leur première dose de vaccin et l'ouverture dès aujourd'hui de la vaccination aux personnes de plus de 55 ans. Seule la vaccination nous permettra de venir à bout de la pandémie. Parmi toutes ces mesures visant à freiner le virus, une des décisions les plus difficiles à prendre avec la fermeture des écoles a été celle de fermer nos commerces. Seuls les commerces dits de première nécessité sont restés ouverts. Et si je me réjouis du maintien de l'ouverture dans le respect des règles sanitaires des librairies, cordonniers, salons de coiffure, fleuristes, je tiens à réaffirmer que tous nos commerces jouent un rôle important. Les commerçants sont le cœur battant de nos centres-villes. Ils leur donnent vie, ils souffrent de leur fermeture qui leur semble injuste et souhaitent pouvoir retravailler et retrouver leurs clients le plus vite possible. L'engagement du gouvernement à leur côté et l'accompagnement économique de ces acteurs a été total depuis le début de la crise sanitaire. Fonds de solidarité, PGE, prise en charge de l'activité partielle. Vous avez su vous montrer à l'écoute des remontées des parlementaires dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Aujourd'hui, nous sommes interrogés dans nos circonscriptions par des commerçants qui se retrouvent avec des stocks de marchandises invendus. Je pense bien entendu aux boutiques de vêtements et à l'univers de la mode qui vendent des articles dont le renouvellement est rapide et saisonnier. Vous avez annoncé le 31 mars dernier un dispositif d'aide inédit pour les stocks invendus. Pouvez-vous nous le détailler? Quelles en sont les modalités? Combien de commerces estimez-vous concernés? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Alain Griset, ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Horry. Effectivement, Monsieur le député, depuis le mois de mars 2020,
Des dispositifs extrêmement puissants ont été mis en place pour accompagner les entreprises. Fonds de solidarité, prêts garantis par l'État, exonération de cotisations sociales, activité partielle. Malheureusement, nous avons dû, au regard de la situation sanitaire, fermer un certain nombre de commerces. Tous sont extrêmement importants, mais le choix a été fait de fermer ceux qui ne vendent pas de produits de première nécessité. Et parmi ceux-là, vous avez raison, un certain nombre d'entre eux, l'habillement, la chaussure, maroquinerie, vêtements de sport, ont des difficultés de stock, malgré le fait que nous avons rallongé la période des soldes. Et donc nous avons décidé la mise en place d'un dispositif inédit pour accompagner ces entreprises. Pour celles qui ont moins de 50 salariés, parce que nous avons souhaité un dispositif rapide et efficace, nous allons verser 80% du fonds de solidarité du mois de novembre, sans qu'il y ait de démarche à effectuer, de façon à ce qu'ils aient une rapide apport de trésorerie. Et pour ceux qui ont plus de 50 salariés, ce dispositif frais fixe va pouvoir les accompagner. C'est 35 000 entreprises qui vont être concernées par ce dispositif pour un montant de 200 millions d'euros. Merci, monsieur le ministre. La parole est à madame Bénédicte Taurine. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, des centaines de milliers d'hectares de cultures ont été touchés par le gel. Il est encore trop tôt pour chiffrer les dégâts avec certitude, mais jusqu'à 80% des pertes sont annoncées pour les viticulteurs et arboriculteurs. Les catastrophes agricoles, gel, sécheresse, inondations se répètent maintenant quasiment tous les ans et nous le savons, tous ces phénomènes sont liés au dérèglement climatique. Dans le cas présent, la végétation est en avance, le débourrage a en gros gagné 15 jours, mais la période de gel est normale. Là encore, c'est bien le réchauffement climatique qui rend nos cultures plus vulnérables. Et ce n'est pas votre loi climat et la faiblesse de ses ambitions qui changera quoi que ce soit. Vous ne vous attaquez pas à l'origine du problème, vous proposez simplement un pansement sur une jambe de bois. Concernant les aléas climatiques, tous les ans, un grand renfort de communication, et c'est encore le cas aujourd'hui. En direction des agriculteurs, vous annoncez des enveloppes exceptionnelles. Par ailleurs, il serait envisagé de financer via la PAC les assurances privées des agriculteurs pour faire face à ces événements climatiques. Il est inacceptable que les montants importants de la PAC alimentent des entreprises d'assurance privées au lieu de soutenir directement les paysans et de s'engager dans une politique agricole résiliente au service des consommateurs et des paysans. Vous valideriez alors un transfert d'argent public vers le secteur privé des assurances plutôt que d'organiser la solidarité nationale et la transition écologique de notre modèle agricole. Donc pourquoi ne pas mettre en place un fonds mutuel et solidaire, alimenté par exemple par les interprofessions, les fournisseurs d'agroéquipements ou d'intrants? Le monde paysan vous demande une solution pérenne et pas d'être livré en pâture à l'assurance privée. Enfin, les consommateurs sont les grands oubliés de vos annonces. Vous avez fait que le constat que les prix allaient augmenter, mais que proposez-vous pour eux? Merci, madame la députée. La parole est à monsieur Julien de Normandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, qui vient d'être relâché par le Sénat. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bénédicte Taurine. Je d'abord vous prie de bien vouloir m'excuser de mon absence, mais j'étais au Sénat, retenu à la demande du groupe Les Républicains. J'aurais été ravi que Monsieur Aubert puisse entendre ma réponse, mais manifestement, il n'est pas là, et je doute qu'il soit au Sénat d'ailleurs. Madame la Bénédicte Taurine, votre question que vous posez, elle est double. D'abord, elle est d'apporter un soutien exceptionnel à nos agriculteurs qui ont probablement vécu la pire catastrophe agronomique du début de ce XXIe siècle. Et ce soutien, le Premier ministre, avec qui nous étions en déplacement dès samedi, Olivier Dussopt, l'a indiqué, nous allons mettre en place tous les outils habituels, mais plus nous mettrons en place un fonds exceptionnel, car à situation exceptionnelle nécessite réponse exceptionnelle. Mais au-delà de cela, vous posez deux questions. C'est comment pouvons-nous envisager avec une vision d'avenir la situation? Il y a deux choses qu'il nous faut faire, Madame la députée. La première, c'est de faire en sorte qu'on puisse investir dans du matériel de prévention, de protection. Et d'ailleurs, dans le plan France Relance, c'est 100 millions d'euros que nous investissons dessus. La difficulté, Madame la députée, c'est que dans certains endroits, dans l'état actuel des dispositifs de protection, tout avait été utilisé, tout. Les tours antigel, les bougies, tout, l'aspersion. Et en dépit de cela,
L'événement climatique a été tel que cela n'a pas suffi. Alors, se pose une deuxième question, c'est le financement de la protection de nos agriculteurs avec l'assurance récolte. Moi, je pense qu'il faut même aller, et je suis parfois à front renversé par rapport à vos propos, aller au-delà de ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire aller avec une cotisation fondée sur une solidarité nationale et pas que sur le monde paysan, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. Merci, monsieur le ministre. Nous sommes donc au complet. La parole est à monsieur David Corcero. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Solidarité et de la Santé. La mobilisation vaccinale a connu une véritable accélération au regard des chiffres publiés ces derniers jours, avec notamment un seuil symbolique des 10 millions de Français vaccinés la semaine passée. Le combat contre le virus se poursuit. Ces chiffres sont atteints grâce au concours important des collectivités locales, des professionnels de santé, des sapeurs-pompiers, de la protection civile, des volontaires tels que les étudiants. Ils sont aussi les premiers acteurs de la vaccination. Le gouvernement a notamment prévu d'actionner le fonds d'intervention régional par l'intermédiaire des agences régionales de santé afin d'assurer un soutien financier aux municipalités. Dès la mi-mars, 60 millions d'euros ont d'ailleurs été délégués à ces mêmes agences régionales de santé pour financer les dépenses urgentes des 1700 centres ouverts sur le territoire national. Je peux témoigner de la réalité de ce partenariat entre l'État et les collectivités, tel qu'il est mis en place sur ma circonscription, que ce soit par le centre d'Enghien-les-Bains ou de Sannois, ou à l'échelle départementale du Val d'Oise, à Cergy, centre tenu par le service départemental d'incendie et de secours, le SDIS 95. Je souhaite, au nom du groupe démocrate, remercier une nouvelle fois l'ensemble des personnels et les volontaires qui, par leur engagement, rendent ce résultat possible. Il nous rappelle que le mot « solidarité » prend tout son sens en France. Toutefois, monsieur le ministre, pouvez-vous préciser les lignes budgétaires de soutien aux collectivités, et en particulier les plus petites d'entre elles, ayant engagé des frais pour la mise en place des centres de vaccination, tout comme le montant des indemnités prévues pour soutenir financièrement les organisations des méga-centres de vaccination. Par ailleurs, quelle gratification pour le personnel qui ne compte ni son temps, ni son énergie à participer à l'effort national. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le député, pour votre question. D'abord, vous avez raison, la vaccination, la campagne vaccinale a pris une ampleur très importante ces dernières semaines. J'en veux pour preuve qu'avec plus de 2,1 millions de vaccinations réalisées sur une semaine, c'est-à-dire 300 000 vaccinations par jour, c'est comme si chaque jour nous vaccinions l'équivalent d'un département français. Cette vaccination, ce rythme de vaccination dans nos centres ne pourrait pas être celui qu'il est sans la mobilisation de tous. Les agents de l'État, des collectivités, les élus locaux, les services évidemment des agences régionales de santé, les préfectures, les soignants hospitaliers de ville, retraités, étudiants. C'est une mobilisation générale qui permet de remplir ces objectifs. La semaine dernière, en fin de semaine, nous étions au fameux rythme anglais de vaccination et même proportionnellement à la population, au rythme américain de vaccination. Donc vous voyez, plus on a de doses, plus vite on vaccine et c'est tant mieux. Le financement des centres, effectivement, vous l'avez dit, 60 millions d'euros sur le fonds d'intervention régional ont été débloqués tout de suite pour couvrir les premières dépenses d'urgence des centres pour leur mise en place. Il y a ensuite un cahier des charges qui a été élaboré en concertation avec les collectivités et les centres pour nous assurer d'abord qu'il y ait une gestion, mais c'était évidemment le cas, la plus rigoureuse des deniers publics, et également pour pouvoir, je dirais, statuer sur un forfait moyen de financement par centre, puisque certains centres ont gratifié la location de leur salle, quand d'autres ne l'ont pas faite, etc. Par ailleurs, toutes les dépenses, évidemment, de vaccination, de vaccins, de matériel, les soignants relèvent de l'assurance maladie, et l'État et les collectivités peuvent participer au financement des postes administratifs, l'appel téléphonique, le standard, la sécurité, etc. C'est vraiment un partenariat, je le dis, très solide, et je remercie les collectivités pour cela. Et je me suis engagé devant elles, évidemment, à ce que les financements publics de l'État perdurent tout au long de la campagne de vaccination. C'est un enjeu pour l'État, pour les collectivités et finalement pour tous les Français. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Paul-André Colomban. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'y associe l'ensemble des parlementaires de mon groupe Liberté Territoire et en particulier Sylvia Pinel, députée du Tarn-et-Garonne, et le député du Médoc, Benoît Simillan. Pendant les nuits du 5 au 8 avril, une vague de froid sans précédent s'est abattue sur une très grande partie du territoire.
Plusieurs centaines de milliers d'hectares de champs, de vignes et de vergers ont été frappés par un brutal épisode de gel, débouchant sur ce que vous avez qualifié, monsieur le ministre, de plus grande catastrophe agronomique du XXIe siècle. Nous pouvons saluer les mesures exceptionnelles de soutien que vous avez annoncées à nos agriculteurs. À l'heure où chacun recense les dégâts et à la veille d'un nouvel épisode de gel, certains redoutent cependant d'être écartés du bénéfice de ces mesures d'aide. Pouvez-vous nous assurer que ces aides seront mises en place pour tous les agriculteurs dont les exploitations ont été touchées, et ce, partout à travers le territoire national, notamment pour les petits exploitants ne pouvant souscrire à un régime assurantiel? Il faut éviter de revivre les expériences douloureuses du passé, où beaucoup de petits exploitants n'ont pas réussi à percevoir ces aides. Avec le dérèglement climatique, ces drames sont de plus en plus fréquents. Nous ne pouvons plus nous contenter de mesures exceptionnelles. Elles doivent malheureusement devenir structurelles. Monsieur le ministre, au vu de cette catastrophe, pourquoi le gouvernement ne profiterait-il pas de l'examen du texte du projet de loi climat pour réformer au fond le régime d'assurance et de gestion des risques en agriculture? Des expérimentations menées avec succès en Champagne, telles que l'instauration d'une réserve individuelle, seront-elles généralisées? Enfin, que prévoyez-vous afin de permettre aux viticulteurs de se former pour mieux lutter contre le gel et d'investir dans du matériel adapté, eux qui, dès ce soir, risquent de devoir utiliser des bougies pour sauver leur récolte? Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le député, oui, nous devons absolument apporter cette aide à l'ensemble des agriculteurs, tout simplement parce que nous leur devons. Il faut avoir en tête que nos agriculteurs, ceux qui nous nourrissent, ceux qui nourrissent le peuple de France, se sont battus pendant 3 nuits, battus contre le gel, avec parfois les moyens du bord, parfois des dispositifs dans lesquels ils avaient investi. Mais la nature, malheureusement, a été plus forte. Et la difficulté, c'est que cet épisode, il se répète à partir de maintenant, de ce soir, pour un nouveau moment de lutte acharnée contre le gel. Donc oui, nous leur devons. Qui plus est, aujourd'hui, les dispositifs de gestion de crise, et le ministre Dussopt en a parlé tout à l'heure, ces dispositifs, que ce soit les calamités agricoles, que ce soit la gestion des cotisations sociales salariales, on sait bien qu'ils sont importants, mais qu'ils ne sont pas gréés à la hauteur de l'événement exceptionnel que nous avons vécu. Et c'est précisément pour cela que le Premier ministre nous a demandé de mettre en place un fonds exceptionnel venant aider celles et ceux qui, en l'espace de 2 à 3 nuits, ont parfois absolument perdu tout le revenu de cette année ou de l'année prochaine. Donc oui, notre engagement est évidemment d'accompagner toutes celles et ceux qui nous nourrissent et qui, sur des centaines de milliers d'hectares, parce que c'est ça dont on parle, ont parfois tout perdu en l'espace de quelques heures. Et deuxièmement, il nous faut, au-delà de cette mesure d'urgence, en complément à la réponse que je faisais à la députée Taurine, aller beaucoup plus loin dans le dispositif d'assurance récolte. Mais ce dispositif d'assurance récolte, aujourd'hui, il repose sur le monde agricole. Or, le monde agricole n'a que peu d'impact et d'influence sur le climat qu'il a fait les 5 dernières années. Et donc, leur assurance devient beaucoup trop chère. Donc, il faut repenser le dispositif avec, là aussi, une solidarité nationale. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Philippe Huppé. Merci, monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues. Très souvent, quand on parle de l'identité française, on parle des cathédrales, de la France des cathédrales, mais on oublie souvent qu'à côté de la France des cathédrales se trouvait la vigne. À côté des collégiales, à côté des chapelles, à côté des collèges. Je reviens sur ces collégiales, car il y en a une à Clermont et à côté poussait la vigne. La vigne était là. Notre identité en tant que Français, entre le XIIe et le XVe siècle, s'est forgée autour de cette vigne. Tout Français devait avoir une vigne. Tout Français, je parle au passé, buvait du vin. C'est ça qui a fait notre identité française. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait que la France a une place prépondérante dans le monde. 16% du vin produit dans le monde, vient de France. À l'export, il y a presque 9 milliards qui rentrent dans les caisses françaises. Hier, vendredi, il y a eu des gelées importantes. Ça a touché toute l'agriculture. Je viens de l'Hérault, je viens d'une circonscription particulièrement viticole.
ils ont été laminés. Excusez-moi le terme, mais c'est ça, entre 80 et 100%. Par endroit. Certains endroits dans le Minervois, on est à 50% et ils considèrent qu'ils s'en sortent bien. Ils sont à 50%. Beaucoup n'auront plus de revenus en janvier 2022. En janvier 2022, les caves coopératives ne pourront plus donner d'acompte, car il n'y aura pas eu tout simplement de récolte. À 100% de gelée, il n'y a pas de récolte. Comment fera-t-on pour soutenir ces agriculteurs, ces viticulteurs, tout au long d'une année? Je suis d'accord avec vous, les mesures que vous allez mettre en place sont importantes. Il me semble qu'il faut qu'on pense le Covid-19 et qu'on réponde de la même façon, c'est-à-dire par un fonds de solidarité qui aidera nos viticulteurs qui n'auront plus de revenus. Je vous remercie, Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, la situation que vous avez décrite dans l'Hérault est incroyablement difficile. Il faut avoir en tête que tous les retours que nous avons avec la profession, avec les acteurs de terrain, font état effectivement d'un vignoble qui aurait été impacté de l'ordre de 90 à 100%. Donc ça veut dire qu'en 2022, c'est l'ensemble des revenus qui disparaissent. Ce que vous avez dit sur la viticulture est vrai sur l'arboriculture, qui font aussi partie de notre identité, ces abricots de la Drôme, de l'Ardèche, auprès de qui nous étions les arboriculteurs avec le Premier ministre le week-end dernier, connaissent la même détresse. Et donc c'est face à ça que nous mettrons en place ce fonds exceptionnel que j'évoquais. Nous serons à la hauteur du défi qui est devant nous, à la fois à court terme, à la fois à moyen terme. Nous serons aussi profondément aux côtés des agriculteurs, des arboriculteurs, des viticulteurs. D'ailleurs, le Premier ministre m'a chargé de faire en sorte qu'il puisse se déplacer avec moi dans votre département de l'Hérault dans les prochains jours pour témoigner de notre solidarité vis-à-vis des viticulteurs de manière générale dans le pays, mais en particulier dans votre département, et nous le ferons donc dans les tout prochains jours. Il nous faut avancer avec beaucoup de force. Le département de l'Hérault est un département où pas plus de 15% des viticulteurs étaient assurés. C'est ça la réalité. Et donc d'un côté, vous avez des dispositifs de calamité agricole auxquels les viticulteurs ne sont pas éligibles. De l'autre côté, vous avez des systèmes assurantiels dans le cas où dans votre département, seuls 15% des viticulteurs sont assurés. Qu'est-ce qu'on fait ? On accepte qu'il y ait une année blanche de revenus? À l'évidence, non. C'est vrai dans la viticulture, c'est vrai dans l'arboriculture. Donc cette solidarité nationale, elle doit s'exprimer. Nous serons aux côtés de ceux qui nous nourrissent. Nous en avons pris l'engagement et nous le tiendrons. Merci, monsieur le ministre. La parole est à monsieur Jean-Claude Boucher. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Tout au long de l'année 2020 et en ce début 2021, M. Erdogan a démontré sa capacité de nuisance par des provocations à répétition à l'égard de la France et de l'Union européenne. Rappelons ses offensives militaires en Libye, Syrie, dans le Caucase et ses intimidations en Méditerranée orientale, notamment sa manœuvre contre la frégate Courbet. Rappelons qu'Ankara a décidé de se retirer de la Convention d'Istanbul contre les violences sexistes. Rappelons qu'un procureur turc a réclamé 4 ans de prison contre des collaborateurs de Charlie Hebdo. Rappelons aussi que l'association turque Miligorus, qui a refusé de signer la charte sur les valeurs de la République, construit à Strasbourg la plus grande mosquée de France. Face à ces affronts, de nombreuses questions se posent sur les faiblesses et l'inefficacité des réactions de notre pays dont profite Ankara. Je pourrais aussi poser la question sur le Qatar, dont l'influence s'étend non sans conséquences. Rappelons qu'au Sahel, là où notre armée est déployée depuis 2013, où sont morts 55 de nos soldats, plusieurs sources mettent en lumière que l'organisation Qatar Charity financerait des groupes terroristes tels que le Mujao, Mouvement pour l'unicité, et le Djihad en Afrique de l'Ouest. Aussi, ma question est la suivante. Quelle est la véritable position du gouvernement français vis-à-vis de ces pays,
dont les influences extérieures sur l'islam en France et les implications dans le terrorisme international mettent en danger notre stabilité, nos valeurs et nos intérêts. Merci, cher collègue. La parole est à M. Clément Beaune, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Boucher, vous nous posez une question importante sur la position française à l'égard de la Turquie. Je veux être très clair, c'est une position de fermeté sur laquelle nous avons progressivement fait bouger l'Europe. C'est la France et c'est le président de la République qui, au début de l'année 2020, ont dénoncé les pressions exercées sur la Grèce à la frontière, à notre frontière, exercée et organisée par le président Erdogan. C'est le président de la République qui a pris l'initiative cet été, avec 3 de nos partenaires européens, d'organiser un exercice naval en Méditerranée orientale pour démontrer notre présence et notre fermeté. Vous le savez, des négociations européennes se sont engagées à partir d'une position, d'un consensus qui n'était pas celui de la fermeté au départ, à l'automne dernier, et nous avons amené l'Europe vers cette ligne de lucidité, d'unité et de fermeté à l'égard de la Turquie au Conseil européen du mois de décembre 2020, en donnant une alternative extrêmement claire à Ankara. Nous ne cherchons pas l'escalade, mais nous défendons nos intérêts. Et c'est à la Turquie de nous dire si elle est prête à donner des signaux d'apaisement et de désescalade. Vous avez cité un certain nombre de sujets ou de théâtres dans lesquels cette influence se manifeste, la Méditerranée orientale, la Libye, la Syrie, et nous l'avons vu dans d'autres opérations autour du Caucase ces dernières semaines. Choisir cette désescalade et donner des signaux d'apaisement clairs, ou choisir de rester dans cette posture agressive, et l'Europe sera prête à y répondre. Nous avons préparé un certain nombre de mesures, y compris de sanctions, qui sont activables si besoin. Depuis que ce Conseil européen s'est réuni, et notamment sous cette pression, il y a eu, il faut le dire, aussi quelques signaux positifs de la part de la Turquie: le retrait de bateaux des eaux territoriales grecques et chypriotes, la reprise des pourparlers avec Athènes pour la première fois depuis 5 ans, et dans quelques jours, les discussions sur Chypre. Prenons ces signaux comme des signaux positifs et voyons aussi ce qui s'est dégradé, car il faut être lucide. Vous avez cité le retrait de la Convention d'Istanbul, que nous avons condamné. Vous avez cité la pression politique exercée sur un parti d'opposition. Ce sont évidemment des décisions ou des comportements qui vont dans la mauvaise direction. C'est la raison pour laquelle nous avons maintenu cette pression et que le président de la République a demandé qu'au Conseil européen de juin, nous évaluions la situation de nouveau. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue et reprendra à 17h15 précise.